Aujourd'hui, on va parler de 10 mythes autour de l'endométriose. Et bonjour! Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, vous le savez, je pense, surtout si vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc Instagram, mais aussi dernièrement TikTok. Oui, je me suis mise à TikTok, mon Dieu. On parlera peut-être prochainement, mais oui, l'endométriose, du coup, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis, on va dire, à peu près 2018 avec mes patientes. À l'époque, c'était une pathologie, il faut savoir que franchement, on abordait extrêmement peu. J'ai eu la chance qu'on en parle dans mes études, alors assez rapidement, mais on en a quand même parlé dans ma fac. Et en fait, j'ai commencé à prendre en charge ces patientes-là, généralement en postpartum, une fois qu'elles venaient d'accoucher, parce que certaines douleurs revenaient pour certaines, parce qu'elles s'étaient parfois estompées pendant leur grossesse. D'ailleurs, ce serait un mythe, ça aussi. Et en fait, du coup, finalement, je me retrouvais à plus facilement en fait m'occuper de leurs conséquences douloureuses de leur endométriose que de leur rééducation postpartum dans le sens périnée, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je transmets pas mal de choses autour de tout ça. Donc, mes formations, il y a plus de 3 formations autour de l'endométriose en e-learning. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir directement sur mon site internet www.maïtelakiné.com. Voilà, et on va arrêter de blablater parce qu'on n'est pas là pour faire ma com pour mes formations, mais pour parler de 10 mythes autour de l'endométriose. En vrai, j'aurais pu en choisir beaucoup plus, mais je me suis dit que 10, c'était déjà pas mal vu mon débit de parole et à quel point j'aime bien échanger, imager. Donc, on va commencer de suite. La première chose que j'en ai marre d'entendre autour de l'endométriose, c'est une maladie gynécologique. Que dalle. L'endométriose, ce n'est absolument pas une maladie gynécologique. L'endométriose, c'est une maladie systémique, dans le sens parce qu'elle peut toucher tous les organes du corps humain. Et on a souvent tendance à dire elle est gynécologique parce qu'on retrouve quand même beaucoup de lésions au niveau de la zone gynécologique. Mais est-ce que on retrouve beaucoup de lésions autour de la zone gynécologique parce que c'est là où on va chercher plus facilement. Parce que moi, je me rends compte que chez certaines patientes, par exemple, quand elles ont des atteintes diaphragmatiques, donc c'est des atteintes où en fait, du coup, on retrouve des lésions autour du diaphragme, qui est le muscle qui nous permet de respirer, qui est juste sous nos côtes. Et bien en fait, chez ces patientes-là, on pousse très peu les examens. Enfin, en tout cas, je trouve qu'on diagnostique beaucoup moins d'endométriose diaphragmatique que d'endométriose de la zone gynécologique. Donc en fait, moi, je me dis toujours oui. C'est pour ça qu'il y a encore des personnes qui continuent de dire que c'est une maladie gynécologique. En fait, non, elle est systémique, elle est inflammatoire et elle est hormonodépendante. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une pathologie qui aime bien un certain contexte hormonal. Donc, certaines hormones, ça lui plaît plus que d'autres pour potentiellement se développer. Donc non, on arrête, s'il vous plaît, de dire que c'est une maladie gynécologique. Non. C'est une maladie systémique. Ça fera la 3e ou 4e fois que je vous le dis, mais au moins, ça rentre bien en tête, je pense. La deuxième chose, c'est toujours dans la définition, malheureusement, c'est qu'en fait, on a tendance à dire, oui, l'endométriose, du coup, c'est des cellules de l'endomètre. Alors, vous savez, l'endomètre, c'est cette couche à l'intérieur de l'utérus qui, quand on a nos règles, c'est cette couche-là qui se désagrège et qui saigne. Ok, très bien. Donc oui, en effet, c'est vrai que le mot endométriose nous fait penser à endomètre. Ok, parce que c'est ce qu'on pensait pendant extrêmement longtemps. Sauf que aujourd'hui, on sait que ces cellules de l'endomètre, ces endométrioses, on dit que c'est ces cellules de l'endomètre qui se retrouvent dans d'autres endroits que au niveau de l'utérus, donc dans des endroits où elles ne devraient pas, elles migreraient. Et en fait, du coup, on dit, c'est des cellules de l'endomètre qu'on peut retrouver partout, genre par exemple dans le diaphragme, comme j'ai dit tout à l'heure. Sauf qu'en fait, c'est pas des cellules de l'endomètre. C'est des cellules qui ressemblent fortement à de l'endomètre, mais qui sur plein d'aspects sont différentes. Donc, en fait, c'est encore chiant de aujourd'hui entendre cette définition. Et je vous dis ça alors qu'il n'y a même pas une semaine. J'étais en conférence avec l'hôpital. C'était génial d'ailleurs, avec l'hôpital de Bayonne, du coup, avec des gynécologues qui ont pu faire des conférences sur plein de sujets, dont l'endométriose. Et la gynécologue qui est intervenue, dans sa définition, a encore mis que l'endométriose, c'était des cellules de l'endomètre. Et en fait, j'étais là, waouh, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Parce qu'en fait, oui,
on veut essayer de faire au plus simple pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est, parce que c'est compliqué à comprendre, je trouve, ce que c'est l'endométriose. Après, bon, là, on parlait en public médical, c'était pas ouvert à tout le monde, c'était justement que pour les médecins, sages-femmes, kinés. Et en fait, moi, je me dis, si entre professionnels de santé, on donne même pas la bonne définition de l'endométriose, moi, ça m'attriste un peu. Et, et surtout qu'après, c'est nous qui expliquons aux patients. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est très important de savoir ce que c'est aujourd'hui et comment on l'a défini, en sachant que moi, je passe mon temps à le dire à mes patientes que la définition qu'on a aujourd'hui, ça se trouve dans 2 ans, elle change. Je vous dis ce qu'on sait aujourd'hui. Voilà. Donc peut-être que dans 2 ans, j'aurai envie de frapper la Maïté qui enregistre cet épisode le 13 novembre du coup 2025. Mais en fait, aujourd'hui, on sait que c'est des cellules semblables à l'endomètre et que c'est pas des cellules de l'endomètre. Est-ce que c'est des cellules de l'endomètre qui migrent et qui mutent un peu comme des Pokémon ? Peut-être. Est-ce que c'est quand on est tout petit, qu'en fait, du coup, un bébé dans le ventre de notre mère, c'est à peu près les mêmes cellules qui sont censées aller dans notre zone gynécologique pour faire, du coup, notre utérus qui se retrouve à d'autres endroits et qui, après, plus tard, s'active. On ne sait pas trop pourquoi ni comment, elle s'active à certains moments et du coup, ça fait de l'endométriose. On ne sait pas. La cause de l'endométriose aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Il y a plein d'hypothèses. Et c'est pareil, à cause de ce mythe de c'est des cellules de l'endomètre, on entend encore ce truc de oui, mais du coup, l'endométriose, en fait, du coup, si ces cellules de l'endomètre migrent, c'est parce que les femmes, elles saignent et qu'elles ont leurs règles, donc il faut plus qu'elles aient leurs règles. Comme ça, la maladie, elle évolue plus. Et donc, c'est une grande part de justification de pourquoi on met les patientes sous traitement hormonal. Alors, en fait, c'est ultra critiquable aujourd'hui. Enfin, si on prend la logique. Ok, c'est des cellules qui ressemblent à l'endomètre, mais on ne sait pas si elles ont migré, si elles n'ont pas migré, si elles étaient là déjà avant et qu'on ne les avait pas vues, si elles se sont activées. On ne sait pas. Et du coup, ils disent tous, oui, mais les femmes, quand elles ont leurs règles, on a un reflux, ce qui veut dire que vous savez qu'on a nos règles censées s'écouler du coup par le bas. Et en fait, du coup, on part du principe qu'il y a un certain nombre de femmes, du coup, qui auraient un reflux où le sang remonte vers le haut. Et du coup, c'est pour ça que ce sang pourrait migrer et après, du coup, s'implanter et après rester. C'est pour ça que ça ferait mal aussi, du coup, dans les douleurs de règles ou autre. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la théorie du reflux. Je sais même plus de quelle année elle est. 1939, je crois, 38, un truc comme ça. Peut-être pas après-guerre, mais... Attendez, je vais faire pause, je vais aller chercher. C'est bon, du coup, j'ai trouvé. C'est la théorie, du coup, de Sampson et de 1920, en fait. C'était même encore avant ce que je vous disais. Et donc, la théorie, c'est que l'endométriose se développerait parce que, lors des menstruations, le sang des règles refluerait par les trompes au lieu de s'écouler entièrement par le vagin. Donc, vous imaginez, on parle d'une théorie de 1920. C'est-à-dire, en fait, cette théorie, elle a plus de 1000 ans. C'est fou, quand même. Et en fait, pourquoi elle est critiquable? Parce qu'en fait, on se rend compte que... putain, c'est pareil, j'ai plus les chiffres devant moi et il faut savoir que j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, mais il me semble que c'est 90% des femmes ont un reflux au niveau des trompes, plus ou moins important. On part du principe que c'est physiologique avec des gros guillemets, dans le sens où, en tout cas, on le voit beaucoup chez plein de femmes, mais normalement, notre système immunitaire est censé dézinguer ces cellules-là en leur disant « vous n'êtes pas du tout allé au bon endroit ». En gros, elles ont fait... elles ont pris l'autoroute à contresens, quoi. Donc, normalement, il y a les flics, les pompiers qui viennent et qui les arrêtent et qui leur disent non, c'est pas possible pour pas qu'elles continuent à faire ça. Et en fait, du coup, il n'y a pas 90% des femmes qui ont de l'endométriose. Donc, en fait, pour moi, vous voyez, en fait, j'aurais pu mettre plein de mythes dans ce mythe-là, mais pour moi, tout part de ce mythe de c'est des cellules de l'endomètre. Donc, et le fait que ce soit une maladie gynécologique, le problème, c'est leurs règles, donc on va leur couper les règles et elles n'auront plus de problème. Alors qu'aujourd'hui, on ne sait absolument pas et c'est pas sûr. En tout cas, il n'y a aucune preuve scientifique à ma connaissance qui va dans ce sens-là et c'est triste. Donc, ça ne coûte rien, surtout quand on parle à un public de professionnels. Et moi, franchement, encore une fois, moi, avec mes patientes, je leur explique. Je leur dis, voilà ce qu'on va vous expliquer. On va dire que c'est des cellules semblables. Moi, je dis, c'est un peu comme des jumeaux, en fait. Vous savez, les jumeaux qui se ressemblent vraiment beaucoup, vous pouvez les confondre quand vous les voyez et vous les croisez. Sauf qu'en fait, c'est pas les mêmes quand même. Ils sont différents. Et c'est la même chose, en fait, avec les cellules, du coup, de l'endomètre et les cellules semblables à l'endomètre qui, potentiellement, sont l'endométriose. Allez, le troisième mythe, c'est non, l'endométriose, cela ne rend pas infertile. Non. On entend énormément ça, c'est la première crainte des patientes, et à juste titre, parce que honnêtement, en fait, c'est pareil, j'en ai parlé pendant la conférence à l'AFNA,
qui était à Bordeaux, c'est trop bien d'ailleurs, où en fait, il y avait ce grand débat autour, parce que là, vraiment, c'était vraiment centré sur endométriose, fertilité. Et en fait, du coup, on avait un qui était venu, qui s'occupe du coup de la préservation ovocytaire, et qui disait, ben voilà, les femmes maintenant, elles ont peur pour la fertilité, surtout avec l'endométriose, elles viennent, elles pleurent, elles ont l'impression qu'elles n'auront jamais d'enfants, etc. Donc en fait, on se doit de répondre à leurs craintes, mais c'est fou qu'elles pensent ça, alors qu'en fait, finalement, à part dans certains cas précis que j'aborde dans mes formations, des trucs vraiment très spécifiques, en fait, l'endométriose, il y a autant de grossesses chez les femmes atteintes d'endométriose que chez les femmes qui n'ont pas d'endométriose. Donc, en fait, on ne peut pas se permettre de créer cette peur chez ces patientes, même si, encore une fois, il y a des petits cas par cas où, en effet, si la patiente cumule plusieurs petits trucs, il y a peut-être plus de chances statistiquement qu'elle ait des grossesses plus compliquées ou plus de risques de fausse couche ou d'arrêt naturel de grossesse. Mais l'endométriose ne rend pas infertile. Donc, s'il vous plaît, même s'il y a des professionnels de santé qui m'écoutaient, arrêtons de poser ces questions en premier lieu aux patientes de vous en êtes toute votre désir de grossesse, est-ce que vous avez des enfants? En fait, la patiente, dans l'énorme cas, passe des examens. Pourquoi? Parce qu'il y a des douleurs associées. Il y a quelque chose dans son hygiène de vie, dans sa qualité de vie, qualité de vie qui fait qu'elle en a parlé à un professionnel de santé, que ce professionnel de santé a décidé du coup de lui prescrire des examens, que du coup elle est venue aux examens, et que face au mec qui a regardé l'IRM, etc., elle se retrouve là pour le diagnostic d'endométriose potentiellement. Et si jamais, dans tous les cas, c'est pour une démarche de fertilité, généralement tout se fait dans les centres de fertilité. Donc en fait, comment dire, moi, la majorité de mes patientes qui ne se font pas diagnostiquer l'endométriose dans un parcours de fertilité, en fait, elles ont toutes le même discours. C'est en fait, de suite, on m'a fait peur, de suite, on m'a dit, il va falloir vite s'y mettre, si au bout de 6 mois, vous n'avez pas de grossesse, on vous envoie un FIV, etc. En fait, on est en train de leur créer une peur de malade. Et surtout, ce qui me rend triste, c'est qu'en fait, on a une responsabilité à porter sur ça en tant que professionnel de santé, parce que on en a parlé dernièrement avec une sage-femme avec qui j'ai mangé. En fait, on a déjà eu plusieurs cas similaires, malheureusement, parce que c'est pas des cas qu'on souhaite, de femmes plus ou moins jeunes, atteintes d'endométriose, à qui on leur diagnostique, à qui on leur dit justement qu'elles vont avoir des difficultés à tomber enceinte. Donc moi, forcément, je les avais en suivi, à qui je leur avais dit, mais attention, non, c'est pas forcément le cas, etc., qui ne souhaitaient pas avoir de contraceptifs hormonaux ou autres. Et moi, il y en a, du coup, les deux auxquelles je pense, en fait, c'est parce que pour elles, c'était plus simple de mettre des préservatifs, etc. Et moi, après, derrière, de toute façon, je suis que kiné. C'est pas 100% mon rôle de gérer la contraception de ma patiente, même si je peux répondre à quelques questions, mais pour moi, c'est le rôle de mes copines sages-femmes et gynéco. Mais du coup, moi, je posais la question tout le temps de si elles sont sous traitement hormonal ou pas, quel est leur type de contraception dans mon bilan. J'ai besoin de savoir, mais après, derrière, c'est pas moi qui vais chercher le plus. Et donc, la personne me dit non, on met des préservatifs, etc. Moi, je vais pas poser plus la question depuis combien de temps, etc. Parce que c'est pas mon rôle, quoi. Et en fait, avec cette copie de sage-femme, on s'est retrouvés avec des cas de patientes qui, en fait, du coup, dans leur tête, vu qu'on leur avait dit qu'elles auraient des difficultés à avoir des enfants, se sont dit, on se protège plus. En sachant qu'à chaque fois, c'est dans un couple stable. Mais elles se sont dit, vu qu'on va galérer, laisse pas du tout le monde avoir des enfants, mais on se protège plus. Puis vu que ça peut mettre beaucoup de temps, on se met maintenant. Comme ça, le jour où on aura envie, ça arrivera. Et qui se retrouvent avec des grossesses non désirées, malheureusement. Et qui se retrouvent avec ce truc de énorme complexité de qu'est-ce que je fais, en fait. Qu'est-ce que je fais? Parce que moi, cette grossesse, en fait, j'en voulais pas. Et en fait, nous, on se retrouve les deux avec cette sage-femme, parce que vraiment, on a vécu les mêmes choses. En plus, c'est même pas les mêmes patientes. On s'est dit, en fait, du coup, on a presque envie de lui dire, mais... Enfin, moi, je m'en voulais, parce que, par exemple, mes patients, je me disais, mais en fait, j'aurais dû lui expliquer encore plus. Pour moi, ça avait été clair, mais en fait, du coup, pour elle, c'était peut-être pas tant que ça. Et en même temps, c'est vraiment suite au discours de la personne qui lui a posé le diagnostic qu'elle a pris ces décisions-là. Et moi, je la connaissais pas encore bien et tout, c'est une patiente. Et ma sage-femme, elle disait, elle, c'est pareil, elle veut absolument pas... faire ressentir la moindre culpabilité sur la femme qui vient pour un possible IVG ou autre. Et en même temps, on se dit, putain, en fait, tout le contexte a fini par mettre cette patiente dans une situation qu'elle n'a absolument pas décidée
Et en fait, il y a eu un manquement, en fait, du corps médical sur ça. On a fini par indirectement la mettre dans une position de merde. Parce qu'à chaque fois, c'est des questions de qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, dans mon couple, on n'est pas prêt. Professionnellement, on n'est pas prêt. Alors oui, je vous entends, il y en a plein qui vont me dire oui, mais on n'est jamais prêt. Oui, mais bon. Là, la pauvre, elle vient de suggérer un diagnostic d'endométriose. Donc en fait, tranquille, vraiment. Elle a le droit de dire que c'est pas le moment. Mais en même temps, du coup, elles ont la peur de se dire oui, mais si là, j'arrête cette grossesse et que plus tard, quand je vais en vouloir une, ça vient pas, je vais regretter, je vais me dire que du coup, on me punit. Enfin, avec plus ou moins des croyances religieuses ou autres en plus. Et là, tu dis, mais en fait, déjà, peu cher, la pauvre, elle a ce diagnostic d'endométriose qui est pas simple à gérer. Pour tout. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il est encore rempli de justement ces mythes. Et c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. Et en plus, on se retrouve à, du coup, devoir gérer une grossesse non désirée parce qu'on lui a tellement fait croire qu'elle aurait des difficultés à tomber enceinte que voilà. Puis on leur met une pression monstre. Alors que, encore une fois, comment j'ai découvert, moi, l'endométriose et que j'ai pu me prendre en charge ces patientes-là en rééducation postpartum. Et la majorité de mes patientes à l'époque avaient eu des grossesses sans aide médicale, enfin, aucun souci. Donc, non, l'endométriose, ça rend pas forcément infertile. Oui, il peut y avoir des cas d'endométriose qui sont plus complexes, mais on n'oublie pas aussi que lorsqu'un couple consulte pour infertilité, première chose qu'on va essayer d'aller chercher, c'est l'endométriose. Et donc, le diagnostic d'endométriose chez ces couples-là, enfin, en tout cas chez ces femmes-là, il est de environ 1 an et demi. J'ai plus mes notes avec moi, mais c'était ça. Et alors que si la femme parle d'autres douleurs, qui peuvent être un symptôme évocateur d'endométriose, le délai est d'environ 7 ans. Donc, en fait, vous voyez, le gap, il est énorme. Donc, on surdiagnostique en problématique de fertilité. Et là, encore une fois, moi, j'aime beaucoup se poser des questions en disant, est-ce que c'est l'endométriose qui cause cette infertilité, enfin cette difficulté à tomber enceinte? Parce que c'est pareil, infertilité, le mot, il est fort. On a l'impression qu'on n'aura jamais d'enfant. Cette difficulté à tomber enceinte. Parce que oui, je sais que s'il y a encore une fois des professionnels de santé qui m'écoutent, infertilité, nous, on sait que c'est des difficultés à tomber enceinte. Mais moi, j'ai l'impression que dans le commun des mortels, si je dis infertilité, pour eux, c'est comme une stérilité. C'est en gros, on ne peut pas tomber enceinte. Donc moi, je préfère dire difficulté à concevoir ou à tomber enceinte. Et en fait, pour moi, on surdiagnostique chez ces patientes lorsqu'il y a un symptôme du coup d'hypofertilité. Et par contre, lorsqu'elles parlent d'autres symptômes qui sont peut-être moins connus ou moins évocateurs pour certains, là, d'un coup, on diagnostique moins. Mais est-ce que c'est l'endométriose qui cause ces problèmes de fertilité? Est-ce que c'est le contexte inflammatoire de l'endométriose qui cause tout ça? Est-ce que c'est aussi des douleurs potentielles, comme des douleurs à la pénétration qui compliquent les rapports sexuels? Dans ce cas-là, il ne faut pas être non plus complètement débile pour se dire qu'en effet, ça peut être compliqué. Mais je vous dis ça, mais c'est pareil, j'en ai eu des patientes qu'on m'envoie en fertilité. À chaque fois, j'ai envie de hurler quand on me les envoie. On me les envoie et moi, en fait, je reçois les couples souvent et je parle et je dis « Ok, d'accord, oui, il y a des douleurs, ok. » Enfin, j'en parle et en fait, du coup, ils me disent « Ouais, en fait, il y a des douleurs et du coup, la pénétration, on n'arrive pas. » Ok, d'accord. Je leur dis « Y a pas de souci, mais on va taffer dessus. De toute façon, ça doit pas faire mal, etc. » Au contraire, c'est des moments de vie où ça doit être du kiff. Je leur dis « Donc bon, on va taffer là-dessus. » Et je leur dis, mais juste, du coup, ok, vous me dites que ça fait 2 ans que vous n'arrivez pas à concevoir, mais juste dans les 2 ans, il y aurait eu combien à peu près à la louche, comme ça, de rapports sexuels pénétratifs avec éjaculation qui auraient pu donner une grossesse? Et en fait, là, vous pouvez être scotché par le nombre de réponses. Parce qu'en fait, ces personnes-là, on va les envoyer en FIV et tout. Mais en fait, le problème, il est entre guillemets mécanique. Parce qu'en fait, moi, quand je demande ça et que ça fait 2 ans que du coup, ils ont du mal à concevoir, mais qu'en même temps, il n'y a peut-être eu que 4 rapports pénétratifs avec éjaculation. Ah si en plus, la pauvre, elle n'était pas au moment du cycle où elle ovulait, c'est sûr que c'est normal qu'ils galèrent. Et je ne dis absolument pas ça en mode « Ah, c'est des losers et tout, ils ne savent pas ». Non, c'est nos patients, donc en fait, on se doit les accompagner. Mais en fait, moi, je me dis, c'est quand même fou qu'elle, en plus, on lui ait fait faire une batterie de tests, mais de la mort. Alors en fait, je pense que le premier truc à régler, c'était quand même un peu ça. Je pense. Et en fait, du coup, on oublie trop souvent, on se dit « Ah, c'est l'endométriose, oui, mais c'est quel point de l'endométriose qui peut compliquer ?» Et ça se trouve, ça peut être autre chose aussi. Moi, je le dis aux patients, c'est pas parce que vous avez l'endométriose que vous pouvez pas avoir autre chose qui coince comme tout le monde, comme moi, comme Tati Jacqueline. Enfin, on peut tous avoir des problèmes. Et des fois, on peut ne pas avoir d'endométriose et malheureusement avoir des difficultés à tomber enceinte aussi. Donc, en fait, on sait pas, on ne sait pas, mais arrêtons avec ce truc de « ça rend infertile ». Non, c'est du cas par cas. Et dans l'endométriose,
bon Dieu qu'à chaque fois, dans tous les cas, c'est toujours au cas par cas. Le 4e mythe, ce n'est pas parce qu'on ne voit rien à l'IRM ou à l'échographie qu'il n'y a rien. En fait, le diagnostic d'endométriose, normalement, le gold standard, donc ce qui est, incritiquable, c'est la célioscopie, donc c'est ouvrir pour aller chercher les lésions. Chose que, heureusement, on fait de moins en moins, voire quasiment plus. Généralement, maintenant qu'on ouvre, on essaye quand même d'opérer, tant qu'à faire. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas trop opérer ces patientes-là, parce qu'après, c'était pire. Enfin, ça pouvait être pire. Parce que quand on opère, en fait, on fait quand même des cicatrices, même si on a l'impression que c'est que quelques petits trous, mais on peut aussi créer des adhérences, etc. Donc, c'est encore une fois du cas par cas, mais ça peut ne pas être forcément toujours bénéfique. Et en fait, si vous voulez, pour le diagnostic, oui, on fait quoi? Généralement, on envoie faire une échographie. Ensuite, on envoie faire une IRM. Et des fois, les patients se disent, voilà, il n'y a rien, donc c'est j'ai rien. Et en fait, non. Moi, je me dis, mais punaise, en fait, il faut qu'on se mette tous d'accord. Il y a des patients, tout le monde, quand ils ont une série de symptômes qui sont quand même assez évocateurs d'endométriose, on peut se dire que c'est potentiellement ça, surtout si ça fait des années. Parce que là, rentre le débat de qu'est-ce qu'on fait avec les plus jeunes et les ados. Encore une fois, moi, j'ai mon avis et c'est tout un module entier dans mes formations. Mais en fait, quand c'est des jeunes ados qui ont des douleurs de règles, faut pas leur dire « Ah, attends, faut que tu ailles consulter parce que ça se trouve, tu as de l'endométriose. » Voilà, on peut avoir des douleurs de règles sans que ça soit de l'endométriose, mais quand c'est des personnes où en fait il y a plusieurs trucs et que ça fait des années et qu'au fond d'elles, même elles vous le disent, si vous les écoutez, elles vous disent franchement, moi quand je dis des trucs sur l'endométriose, je me reconnais quoi. Faut quand même du coup se dire que oui, potentiellement, du coup, ça peut être ça. Et en fait, du coup, c'est pas parce qu'il y a rien aux examens qu'il y a rien. J'ai eu une patiente, elle a passé plus de 5 IRM avant que du coup ça soit au 6e, du coup qu'on lui dise « Ah mais oui, mais en fait vous êtes farcie d'endométriose », il lui avait dit. Farcie. On en avait rigolé parce qu'après je lui ai dit t'es pas une tomate, heureusement, parce que sinon c'est un peu compliqué. Bon, vous saurez, à force dans ce podcast, quand je fais des trucs sous l'eau, maintenant vous savez que j'ai un humour de merde. Voilà. Les patientes le savent. Jamais des fois sur des trucs un peu chiants, un peu lourds, là, rigoler un peu, ça fait du bien, se détendre un peu. Mais c'est pas parce qu'il y a rien aux examens qu'il n'y a rien en fait. Et oui, c'est chiant. Et oui, c'est compliqué parce que oui, tout le monde. Moi, la première en tant que kiné, je préfère qu'il y ait un diagnostic qui soit posé et qu'on me dise où sont les lésions. Je peux beaucoup mieux accompagner mes patientes pour expliquer certaines choses, expliquer certaines douleurs. Malheureusement, des fois, il y a des cas où on se retrouve avec pas de résultat d'examen positif. Pour autant, dans la clinique, en fait, on se dit, il y a quand même peu de chances que ce soit pas ça. En tout cas, on a tout vérifié et on vient tout le temps vers le même truc. Et bien, il faut se faire confiance aussi et que ça soit ça. Et dans tous les cas, moi, le but, c'est quoi? C'est pas de vous coller une étiquette, c'est de faire en sorte que ce pourquoi vous avez consulté initialement, qui généralement est quelque chose qui impacte votre qualité de vie, du coup, puisse être modulé à la baisse, voire disparaître pour que vous puissiez revivre normalement. Et moi, je leur dis, endométriose ou pas, je m'en carre le slip. En fait, ce que je veux, c'est que vous puissiez vivre normalement, kiffer votre vie, ne pas louper le travail, ne pas annuler un resto entre copines ou autre. C'est ça que je cherche. Guérir l'endométriose, non. Enfin, moi, je veux juste que vous ayez une vie normale. Et que ce soit endométriose ou douleur de règles ou autre. Donc voilà, c'est pas parce qu'il n'y a rien aux examens qu'il n'y a pas d'endométriose. La 5e chose, justement, c'est un peu dans le même truc, c'est que l'endométriose, c'est pas forcément douloureux. On a un peu ce truc de « Ah, l'endométriose, c'est horrible, on le voit, il y a des personnes, elles soufflent, martyrs et tout. » Et oui, on va pas invisibiliser ces personnes, ça peut être vrai. Mais il y a aussi des personnes, encore une fois, souvent en parcours de fertilité, chez qui on retrouve de l'endométriose et beaucoup de lésions d'endométriose, alors que ces femmes, si vous leur demandez, elles n'ont absolument pas mal. Et là, vous vous dites « Ok, d'accord, qu'est-ce qu'on en fait ?» Eh bien, l'endométriose peut être là sans être douloureuse. Avec de l'endométriose, on peut avoir des passades où, justement, on vit une vie normale, où tout va mieux, et d'autres moments où on sera 6 pieds sous terre, où ça va pas. Mais ça veut pas dire qu'on souffrira toute notre vie. Encore une fois, le mot guérir est compliqué. On peut pas dire qu'on guérit l'endométriose, même si vous avez écouté mon dernier épisode de podcast, c'était lequel d'ailleurs? Attendez. C'est bon, c'était l'épisode 52, ce que vous ne savez pas sur moi, où je vous ai dit que du coup j'ai guéri avec des guillemets d'une pathologie incurable, parce que pour moi c'est important de dire guéri, mais bon bref. En tout cas sur l'endométriose on peut pas dire guérir, mais moi je l'ai dit aux patients, il faut avoir des longues périodes où en fait c'est comme si vous n'aviez plus rien. Enfin c'est clairement possible, j'ai plein de patientes chez qui c'est le cas. Et en fait, du coup, c'est pas toujours douloureux. Ça peut être très fatigant, ça peut être très invalidant par moment. Mais en fait, il faut garder espoir. Et il faut encore une fois se dire que
Dans tous les cas, moi, la majorité du temps, du coup, les patientes qui souffrent pas, je les vois pas, en fait. Je vois que les patientes qui souffrent. Donc, nous aussi, en tant que professionnels de santé, il faut garder ça en tête, parce que je sais que des fois, mes propos peuvent activer certaines personnes, et je l'entends. Mais garde en tête qu'on voit que les personnes qui souffrent. Ok ? C'est important. Le 6e mythe, c'est la pilule, c'est le traitement de l'endométriose. Pourquoi c'est un mythe ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement pour l'endométriose. Pas de traitement, parce qu'en fait, on sait toujours pas ce que c'est. Enfin, on sait toujours pas ce que c'est, on sait toujours pas d'où ça vient, comment ça se développe, etc. On a des pistes. Il y en a qui sont quand même beaucoup plus parlantes que d'autres. C'est aussi possible que dans toutes ces pistes, ça soit plusieurs combinés qui font que c'est ça qui développe l'endométriose, mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Et en fait, la pilule n'est pas un traitement de l'endométriose, c'est aujourd'hui ce qui est globalement assez recommandé en France, toujours dans ce contexte de, vu que les femmes saignent, c'est un problème, donc on veut arrêter qu'elles saignent, donc on les met sous traitement hormonal, comme ça, du coup, elles saignent plus, et voilà. Et puis le jour où elles veulent avoir des enfants, ben, on verra comment on fait. On fera bien qu'elles arrêtent, hein, quand même. Mais c'est pas un traitement, c'est une proposition thérapeutique, c'est une proposition aussi contraceptive, hein, parce qu'on va pas oublier, la pilule c'est quand même les deux, hein, au bout d'un moment, si on est dans un couple hétérosexuel dans lequel il y a des rapports pénétratifs, oui, au bout d'un moment, il faut peut-être quand même un peu, peut-être avoir une contraception si on ne veut pas avoir d'enfants, et la pilule en fait partie. Donc, voilà. Donc il y en a chez qui ça va être un choix parce qu'elles sont ravies qu'en plus ça fasse double truc, dans le sens où c'est une piste thérapeutique pour l'endométriose, chez certaines ça marche du feu de Dieu, d'autres pas du tout. Et en plus ça fait contraceptif, donc il y en a elles revivent. Mais c'est pas un traitement de l'endométriose. Il faut arrêter. Parce que ça, c'est pareil. J'ai l'impression qu'à partir du moment où elles sont diagnostiquées, on leur dit de suite alors il faut vous mettre sous pilule ou sous stérilet hormonal. Attendez. On demande à la patiente, on voit. Enfin. En fait, comment dire, l'expérience et ce qu'elle veut la patiente, c'est ultra important aussi, en fait. Mince. Puis encore une fois, toujours dans ce truc de oui, sous pilule, l'endométriose, elle avance plus. Ça aussi, c'est un mythe. On ne sait pas. Elle peut avancer sous pilule, elle peut ne pas avancer. C'est chiant hein, d'avoir fait autant d'années d'études et de devoir dire à nos patients qu'on ne sait pas. Ouais, je suis d'accord avec vous, moi aussi, ça me saoule. J'aimerais tellement leur dire que je sais. Mais je ne sais pas. Et pourtant, je forme les kinés. Hein. Putain, et j'en lis des études scientifiques. Bah désolé, mais on ne sait pas. Donc non, la pilule n'est pas le traitement de l'endométriose, c'est une piste thérapeutique. Une piste thérapeutique comme aujourd'hui. Malheureusement, la kinésithérapie n'est pas encore recommandée parce qu'il n'y a pas assez d'études qui montrent que la kinésithérapie en est efficace. Mais nos cousins ostéopathes le sont, donc bon, voilà. Je suis contente pour eux. Mais par exemple, le yoga est une piste thérapeutique intéressante aussi. L'acupuncture aussi. Donc voilà, c'est une piste thérapeutique. Dans les pistes thérapeutiques, on choisit celles qui nous parlent le plus et on peut toutes les essayer et voir ce qui marche sur nous. Le 7e mythe, c'est l'endométriose, c'est une pathologie féminine, ça ne touche que les femmes. Eh bien oui, peut-être ça va en étonner certains et certaines, mais c'est faux. C'est faux, pourquoi ? Parce que du coup, l'endométriose, ce n'est pas qu'une pathologie féminine, alors elle est quand même énormément féminine, mais on a déjà eu des cas très rares d'hommes avec de l'endométriose. Oui, c'est des cas très spécifiques d'hommes post-cancer de la prostate où on les met sous nos hormones féminines à nous. Et du coup, c'est déjà arrivé qu'ils développent de l'endométriose, ou en tout cas qu'on mette en évidence de l'endométriose ou autre. Donc on ne peut pas dire que c'est une pathologie exclusivement féminine. Non, on ne peut pas, c'est pas possible. Même si le pourcentage est minime et presque anecdotique, on peut pas. Non. Parce que, encore une fois, pourquoi on dit ça ? Parce qu'on reste sur le truc de l'endométriose, c'est un problème d'utérus. Vu que les hommes n'ont pas d'utérus, bah, du coup, ils peuvent pas avoir du coup d'endométriose. Eh ben non, voilà. La 8e chose, c'est qu'on a de l'endométriose qu'à partir du moment où on a ses règles. Dans le sens où, non mais chez les très jeunes, enfin les jeunes filles, même si ça aussi, ça ferait presque j'en dis un épisode. C'est quand même ouf de dire qu'aujourd'hui, les jeunes filles peuvent commencer à avoir leurs règles dès 8 ans. Même avant, certaines c'est extrêmement tôt, merci les perturbateurs endocriniens et pas que, mais bon, quand même. En fait, non, l'endométriose, on peut en avoir à n'importe quel âge. Il y a eu une étude d'un Italien qui a disséqué des fœtus, qui a retrouvé de l'endométriose chez les fœtus, justement, autant masculins que féminins. C'était des fœtus, hein. Et il a retrouvé des cellules de l'endomètre. Enfin, des cellules de l'endomètre, putain, même moi je me mélange. Des cellules semblables à de l'endomètre. Donc en fait, what the fuck ? Donc non, on ne peut pas dire qu'en fait, c'est que quand on a ses règles. Moi, la plus jeune patiente chez qui j'ai vu de l'endométriose, elle avait 7 ou 8 ans, justement.
C'était un endométrium ovarien, donc un gros truc quand même d'endométriose, et elle a été opérée en urgence. Et heureusement, elle a été opérée par quelqu'un par chez nous qui s'y connaît et qui en fait du coup vu que c'était l'endométriose, et voilà, il me l'a emmenée. Et j'avoue que c'est un truc où en fait quand on l'a croisée au cab, tout le monde pensait qu'elle venait pour d'autres choses et que je la voyais pour plein d'autres choses. Bon, bien sûr, plus personne on se disait que c'était périnée ou autre, mais en fait de base je la voyais pour son endométriose. Donc voilà. Donc on peut pas se dire que du coup c'est qu'au moment où on a nos règles. Ça peut être plein d'autres moments, et c'est pareil pour les femmes d'un certain âge qui ont eu la ménopause. Et je pense à une génération où voilà, elles voient maintenant qu'on parle de plus d'endométriose et trouvent ça chouette pour nos générations. Mais des fois elles se disent punaise, mais moi il y avait plein de trucs qui matchaient, ça se trouve j'en ai ou autre. Oui, mais en fait vous avez pu avoir de l'endométriose, c'est pas parce qu'on a la ménopause que ça peut s'arrêter forcément non plus. On ne sait pas. En tout cas, si vous êtes encore gêné dans votre qualité de vie, dans votre quotidien, il faut en parler, il faut réussir à trouver des professionnels de santé à l'écoute, qui s'y connaissent un peu, ou en tout cas qui savent vous dériver vers des personnes qui pourront vous aider. Et encore une fois, même sans diagnostic, nous, en kiné, on peut vous recevoir. Enfin, en tout cas, moi, je parle en mon propre nom. Je vais parler au nom de tous les kinés. Mais moi, les patients, je leur dis que vous avez de l'endométriose ou pas, je m'en fous. C'est quoi vos symptômes? Vous avez mal où, quand, comment, ok, tic. Et le but, c'est qu'on va essayer de trouver une solution. Même si on ne sait pas ce que c'est, on va essayer de trouver un truc qui vous fait du bien et qui vous soulage. La 9e chose, c'est que l'endométriose, justement, ne fait qu'évoluer. Dans le sens où elle va faire que avancer, que ça va être que de pire en pire. Enfin, c'est tellement triste comme truc. Putain, non. En fait, franchement, posez-nous le diagnostic et donnez-nous une corde, en fait. Enfin, on s'arrête là. Hein. Non, mais des fois, je me dis que c'était vraiment des hommes qui vivaient tout ça. Waouh, il y aurait eu déjà une rébellion de dingue, en fait. Parce que moi, quand je vois comment on est capable de nous parler et de nous dire des trucs, mais waouh, on est en 2025, les gars. Et en fait, du coup, on s'occupe toujours pas de ce truc qui touche quand même une grande partie de la population française. C'est chaud quand même. Donc non, l'endométriose ne va pas forcément faire qu'évoluer. Elle peut se stabiliser, comme elle peut régresser. On n'en sait toujours rien. On ne sait pas. On a des pistes de pourquoi. On sait que forcément, s'il y a moins d'inflammation, techniquement, elle évolue quand même moins. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc non, arrêtons de dire forcément que ça va forcément évoluer. Comme quand on dit l'endométriose, c'est comme un cancer. Non, arrêtons. C'est pas comme un cancer. Alors je comprends pourquoi les personnes peuvent dire ça. Mais on ne dit pas ça, en fait. Non, ce n'est pas un cancer. Un cancer, il fait que évoluer si on fait rien. L'endométriose, on ne sait pas. Donc, puis même, franchement, vous avez envie que vous avez une pathologie de demain, vous dites, ah, mais c'est un peu comme un cancer. Ah, ben génial. Ben, merci, Tati Jacqueline, en fait. J'étais ravie. En fait, je viens déjà pour un truc pas cool. Je souffre, et en plus, on me dit que j'ai comme un cancer. Ah, mais dis donc, j'ai bien fait de venir aujourd'hui. Non. On ne sait pas. Elle peut, et puis c'est pareil, elle peut évoluer. C'est pas parce qu'elle évolue qu'elle est forcément plus douloureuse. C'est pas une obligation. C'est possible, mais c'est pas une obligation. Allez, on va terminer, parce que sinon je sens qu'en fait ces sujets ils m'animent tellement que je pourrais vous faire 40 minutes larges d'épisodes sur ce thème-là. Et encore là, je pense à plein d'autres mythes, mais bon, peut-être que je ferai une partie 2 un peu plus complexe des autres mythes qui m'énervent. Vous me direz si ça vous a plu ou pas. Mais on va partir sur le dernier mythe qui m'agace profondément. C'est pareil, j'en parle dans les formations et je sais que malheureusement certaines personnes qui font mes formations ne sont pas d'accord avec moi. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais ça me saoule. Mais ça me saoule quand même au plus haut point. C'est quand on a de l'endométriose, on doit arrêter de manger du gluten et du lactose. En fait, ça m'énerve. Pourquoi? C'est pareil, c'est comme la double peine pour le cancer, quoi. Putain, on disait, déjà, on te diagnostique que t'auras pas de gamin, tout va bien, t'es mal foutu, du coup, t'arrives plus à taffer, t'as mal, etc. Et après, on te dit, et en plus de ça, attends, je t'avais pas encore complètement tout enlevé, tu vas arrêter de bouffer du gluten et du lactose. Ah bah t'aimes bien les pizzas et les pâtes? Ah bah désolé, tu vas arrêter de le bouffer. Et puis non, mais en fait surtout le lactose, t'as pas envie de complètement arrêter, parce que oui, on est en France, on est un pays quand même où on bouffe du fromage toute la journée. Enfin, c'est quand même. Enfin, je sais pas vous dans vos régions, mais en tout cas chez moi c'est comme ça. Et du coup on va leur dire non mais bon, au pire sinon faut que t'arrêtes tout ce qui est de lait de vache, donc c'est-à-dire quasiment la totalité, enfin pas la totalité mais une grande partie de nos fromages. Heureusement qu'encore une fois on a une diversité de fromages, hein, sinon putain tu te pends. Mais bon tu vas prendre tout ce qui est brebis, chèvre, parce que c'est plus petit. Voilà. Alors attention, hein. Je comprends encore une fois pourquoi est-ce qu'on peut proposer ça, parce que le gluten et le lactose, pour celles qui n'y connaissent absolument rien, ça reste quand même des choses plutôt inflammatoires dans notre corps. Même si il ne faut pas oublier que, franchement, à part les fruits et les légumes, tout est inflammatoire dans notre corps. Hein. Tout. En fait, au bout d'un moment, on n'a pas bouffé que des fruits et des légumes, au bout d'un moment, on a besoin aussi de diversité dans notre assiette. Par contre, en effet,
Si j'ai une ado, je donne le cliché d'ado, désolée, mais en tout cas, c'est ce que j'ai en tête, une jeune ado qui vient, elle a des méga douleurs de règles, parce que c'est vrai, je vous parlais de douleurs de règles d'endométriose, et qu'en fait, du coup, elle passe son temps à me bouffer une plâtrée de pâtes avec du gruyère dessus, et que quand elle mange pas ça, elle me mange des cordons bleus industriels, et que sinon elle mange des chips et tout. Bon. Ou alors elle me dit non mais de temps en temps j'aime bien, je me prends une pizza burrata. Mais d'accord, très bien. J'espère que la burrata elle est au moins que du lait de buffle, non? Bref. Bah en fait, je vais peut-être lui dire, bon, on va peut-être quand même essayer d'équilibrer un peu plus l'alimentation, mais est-ce que je vais lui dire d'arrêter de bouffer sa pizza? Absolument pas. Et moi, je dis à toutes les patientes, je sais que quand vous vous renseignez, c'est un des premiers trucs qui ressort de qu'est-ce que vous devez supprimer. Moi, ça m'énerve. En fait, je pars du principe aussi qu'il y a énormément de personnes qui, aujourd'hui, ont des troubles du comportement alimentaire. Pour X ou Y raison, pour X ou Y chose du passé. Je ne suis pas là pour m'en occuper, je ne suis pas psy, ce n'est pas mon rôle. Mais du coup, je me dis, on vit dans un pays où la bouffe, c'est quand même quelque chose d'ultra important. Et encore, on est en 2025, donc, enfin, comment dire, les alternatives sans gluten, sans lactose, il y en a. Hein. Moi, j'ai une amie qui a dû arrêter de bouffer gluten, lactose et œufs, parce que je sais plus si c'était le blanc ou le jaune d'œuf qu'elle devait plus manger. Parce que pareil, elle avait une pathologie inflammatoire. C'était pas l'endométriose, c'était autre chose. Et on avait, c'était il y a peut-être 10 ans qu'elle avait dû faire ça. Ah ben je peux vous jurer qu'il y a 10 ans, qu'est-ce que j'en ai chié. Au bout d'un moment, c'est difficile en fait de lui dire, bah viens, on va manger et tout, parce qu'en fait, il y a plein de trucs qu'elle pouvait pas. Et moi, je me disais, mais c'est horrible pour elle, donc j'essayais de la soutenir. Donc j'essayais de faire des recettes de cookies sans beurre, avec des farines que je payais super cher au magasin bio, où le mec, il était odieux. C'était un magasin bio. Le mec, il était odieux et je payais super cher et c'était même pas bon. Et en fait, du coup, tu dis, c'est la double peine en plus parce que c'est pas bon du tout. Et je me souviens, elle m'avait dit, non, non, mais ça pas, j'ai dit, c'est la compote de pommes et tout. Désolée, j'en rigole, mais parce que franchement, c'était tellement horrible que là, aujourd'hui, je relativise un peu en disant, bon, il y a d'autres alternatives, heureusement. Mais bon, déjà, un, ça peut rester un coup. Puis deux, la personne a le droit d'avoir une vie sociale, quoi. Enfin, je pense à une patiente qui est dans un métier où, en fait, du coup, elle fait beaucoup de repas professionnels. Tu veux que je dise comment? En fait, est-ce qu'à chaque resto, elle va devoir essayer de demander un truc sans gluten, sans lactose? Ah, au bout d'un moment, c'est difficile, en fait. Enfin, et du coup, ce qu'elle fait, c'est que moi, je lui avais dit. Je dis, bon, ok, quand vous êtes dans le lieu de travail au resto, vous voyez, après, de temps en temps, il faut faire aussi des choix en fonction de à quel moment du cycle vous êtes, comment vous vous sentez, est-ce que vous savez que vous pouvez jouer sur l'inflammation, parce qu'en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, et donc vous pouvez vous prendre cette pizza burrata qui vous fait de l'œil, ou est-ce que du coup, vous allez vraiment prendre quelque chose sur lequel vous savez que c'est un peu plus ok, et que ça va pas faire péter votre inflammation qui est déjà latente et qui attend qu'une chose, c'est d'exploser au plafond. Mais par contre, en dehors, bah, du coup, elle peut essayer. Puis je dis, de toute façon, le gluten et la lactose, pour moi, à part des grosses intolérances, et c'est pareil, je pense à une patiente chez qui, franchement, c'est quasiment sûr qu'elle est intolérante, mais en fait, dans tous les cas, elle me dit tout le temps, elle me dit, Maïté, moi, dans tous les cas, c'est même quand il y a des traces d'eux, je ne suis pas bien. Donc en fait, c'est autre chose. Et puis on finit par arrêter, au bout d'un moment, ça nous va vraiment pas. Mais arrêter complètement, non, c'est ok, on peut trouver des alternatives. Moi, je leur dis, si vous voulez, j'ai des sortes de pâtes de lasagne. Pareil, c'est encore cette patiente qui me l'a appris, qu'elle m'a fait découvrir ça. En fait, c'est des pâtes de lasagne aux lentilles vertes. Et franchement, bah, moi, je me rends pas compte que c'est aux lentilles vertes, ça sent quasiment pas. Et en fait, bah, c'est cool, ça permet de faire des lasagnes, du coup, sans forcément avoir du blé dedans. Après, on peut mettre tout ce qui est crème, pas forcément de vache, etc. Et en fait, bah, ça permet de manger les lasagnes où tu sais que sur ça, bah, t'as peut-être pas fait péter ton score du coup d'inflammation. Bah, c'est bien en fait. Mais est-ce que tout le temps, elle va faire ça? Peut-être pas. Peut-être qu'un jour, elle finira par le faire, mais quand même. En tout cas, je trouve qu'on saoule beaucoup trop ces patients de dire ah oui, mais t'as eu des douleurs, oui, mais en même temps, j'ai vu en story que t'as bouffé une pizza en fait. Ben, waouh, 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 lâchons-leur la grappe. Et encore une fois, si c'était des hommes, à mon avis, jamais on leur dirait ça. Parce que moi, je me souviens des générations d'hommes d'il y a quelques années où rien que pour leurs problèmes cardiaques, quand tu devais leur dire qu'ils devaient réduire le sel, ils te faisaient des grands fuck à tout va. Donc bon. En tout cas, tout ça pour dire que oui, l'alimentation, c'est quand même un grand pan dans la prise en charge de l'endométriose. Mais moi, je leur dis tout le temps, je déteste vous parler de ce que vous devez supprimer d'abord. À part si je vois que vraiment dans ce que je lui demande à peu près ce qu'elle mange, je vois que c'est complètement déconnant avec des sodas, du café, du truc, tout ça, que des plats ultra industriels. Mais c'est pareil, je vais pas lui dire qu'il faut qu'elle aille bouffer des carottes, quoi. On va essayer d'y aller étape par étape parce que c'est un chemin en fait. Et donc c'est étape par étape qu'on évolue petit à petit.
Et moi, je me dis, bah, il y a quelques années, tu m'aurais dit, Maïté, tu fais ton bouillon d'os, j'aurais rigolé. Mais oui, d'ailleurs, il faut que je vous poste la story, enfin le réel, mais oui, j'ai fait mon bouillon d'os. Je suis trop fière. Trop fière, parce qu'avant, je l'achetais. Ben, là, maintenant, je le fais moi-même. Yeah! Il y a des choses, voilà, c'est petit à petit. Et du coup, ça me coûtait moins d'énergie, plus je vais le faire. Donc, voilà. Mais arrêtons de leur dire qu'il faut à tout prix qu'elles arrêtent de bouffer du gluten et du lactose, ça m'énerve. Et je ne trouve pas que c'est forcément toujours comment dire, très salvateur pour ces patientes-là, mais ce n'est que mon avis. Donc voilà, vous voyez, j'avais dit 40 minutes, bah on y est. En tout cas, j'espère que cet épisode a pu vous plaire et qu'il vous a surtout permis de casser des mythes autour de l'endométriose. N'hésitez pas à partager cet épisode de podcast, bah, du coup, à votre entourage aussi, parce que si vous êtes une femme atteinte d'endométriose, je sais que parfois... du coup, c'est un peu lourd de devoir tout le temps expliquer à notre entourage, oui, mais du coup, ça, bah voilà, là, vous pourrez dire, c'est Maïté la kiné qui le dit. Alors, faut toujours vérifier mes sources, bien sûr, mais en tout cas, des fois, le fait que ça vienne d'une professionnelle de santé, ça peut aider. Et puis, s'il y a des professionnels de santé par ici qui ont envie d'échanger sur tout ça, ben, n'hésitez pas. Dans tous les cas, vous pouvez me contacter sur Instagram, @maïtélakiné, ou alors directement sur l'Instagram du podcast, @anahata podcast. Anahata, toujours ANAHATA, plus loin podcast. Et puis, on va se retrouver, du coup, la semaine prochaine avec un nouvel épisode qui m'a été inspiré par vous, parce que vous avez beaucoup aimé ces 8 choses que j'avais appris en 8 ans de kiné. Et ben, je vais vous enregistrer l'épisode 8 erreurs appris en 8 ans de kiné. Et oui, parce qu'il y en a eu des erreurs et il a fallu en choisir 8 pour, du coup, avoir une petite conclusion. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Et puis, encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur l'endométriose, suivez-moi sur Instagram. Et on se dit à mardi prochain. Bonne journée!